Bonjour Monsieur Kovi. Bonjour. Nous sommes au Bénin dans le cadre d'un entretien. La toute première préoccupation, politiquement. D'aucuns disent, vous êtes prêt à assumer, à être candidat pour les élections de l'an 2026. La vraie réponse. Alors, oui, tout le monde sait que mes camarades d'université savent que depuis 1994, j'ai pris la décision de me former pour être président un jour dans ce pays. Parce que trop souvent, à mon goût, les gens deviennent un président parce qu'ils ont de l'argent ou bien des circonstances qui ne dépendent pas d'eux, les propulsent président. J'estime humblement que c'est un métier aussi qu'on peut apprendre. On apprend auprès des autres, à observer d'autres ou bien à travailler pour eux. Oui, je suis candidat une fois de plus pour l'élection présidentielle de 2026, à la différence cette fois-ci de 2016 où chacun pouvait être candidat parce qu'il le voulait. Et le système partisan et les réformes font que vous ne pouvez être adoubé que par un parti politique et il n'y a que trois qui puissent le faire cette fois-ci. Et dans l'opposition, c'est LD, les démocrates, et au vu des tests et du respect qu'on a pour l'adulte, c'est Yaïboni qui va décider. Dans la mouvance présidentielle, on a deux partis politiques, le Bloc républicain, le parti auquel j'appartiens, l'Union progressiste de renouveau, l'autre parti. Mais en réalité, je ne me mens pas moi-même, je ne mens pas Christalon Infile qui va décider de qui est candidat, qui n'est pas candidat. Donc devant lui, je suis en train de plaider pour le Dauphinat. Je vais pouvoir continuer ce qu'il a commencé. Vous ne pensez pas que votre position ou votre choix quand même fragilisera votre parti ou du moins le Bloc républicain? Parce que c'est sûr qu'il y a déjà des antagonistes, il y a des têtes qui se disent prêtes à assumer cette responsabilité. Mais voilà, au vu de tout le monde, vous sortez, vous déclarez votre candidature. Ben oui, écoutez, je ne vais pas saborder mon destin et mes ambitions, mon intention de servir ce pays pour d'autres qui auraient aussi la même intention. Il appartiendra au président. Mais avant le président, les membres du parti, de nous écouter, il faudrait qu'on nous pose des questions. Et si le Bénin t'échoue, qu'est-ce que tu ferais? On ne va pas prendre le plus beau parmi nous, ou bien le plus grand tribun, ou le plus élancé, le plus court. Il faudrait qu'on nous passe un test pour voir si le Bénin nous échoue, qu'est-ce qu'on ferait. Et à l'issue de cela, le parti va présélectionner un certain nombre de personnes qui devraient encore passer devant le président, qui, en toute responsabilité, peut choisir le moins qualifié de ceux qu'on lui a proposés, mais au moins ceux-là auraient passé déjà, seraient passés par un test. Et quiconque aura le soutien de talent, le choix de talent, je vais le soutenir. Je ne dis pas forcément que je dois coûte que coûte être candidat, mais je suis candidat à la candidature parce que j'ai quelque chose à donner à ce pays. Mais vous n'avez pas oublié quand même que moi je suis musulman et Al-Qadr, la sourate 97, oui, dit que le destin c'est Allah qui décide. Mais Allah nous demande dans Al-Qadr aussi de faire ce qui nous revient à nous avant que lui, sa souveraineté, n'en décide. Et aussi la sourate 3, verset 26 dit que l'autorité appartient à Allah et la donne à qui il veut. Pour un temps, il a le retire aussi. Je laisse Allah décider, je ne l'ai pas dans Al-Kursi, sourate 2, verset 255. Je m'en remets à Allah. S'il a écrit que je serai président, et je serai un bon pour mon pays. Voyez-vous aujourd'hui la politique béninoise, plus précisément de la diplomatie? Comment cette diplomatie est-elle gérée? Alors, j'ai étudié en Afrique, qui a plu aux Russes. Et j'ai été durant 3 ans expert du Forum économique Euro-Asie de Yekaterinbourg. D'ailleurs, en 2014, c'est nous qui avons proposé, et moi qui ai proposé que la Russie, ma foi, aménage et viabilise les terres agricoles en utilisant le génie agricole. Quand l'Europe avait décidé de ne plus lui envoyer à manger, c'est moi qui ai mis l'idée. Effectivement, la Russie de Poutine a aménagé viabiliser les terres qu'on a mis à disposition des agriculteurs. Aujourd'hui, la Russie a des excédents que la Russie exporte. Je suis très bien connu en Russie, très bien connu du milieu économique, en Bolivie, et au Pérou, au Brésil, à Cuba, oui. Mais même en France, je parle français donc il y en a qui me connaissent. Mais ceci étant dit, je suis justement contre l'idée de croire que pour être président, il faut être le joker d'autres puissances ou bien être connu de ceux-là. Je veux être le président des Africains. Et ce qui me réjouit, je suis connu au Nigeria. Si vous allez voir le président Ibrahim Badamasi Babangida, il va dire that's my son. Vous êtes son enfant. Ah, je suis son enfant.
si vous voyez d'autres aussi. Parce que le Bénin, tout Bénin que nous sommes, en réalité, nous sommes le 37e État du Nigeria sur le plan économique. Si nous intégrons et nous réfléchissons à l'économie en nous intégrant dans la pensée nigériane, produisant pour satisfaire nos besoins et le surplus pour le Nigeria, nous n'avons même pas besoin ni de la France, des États-Unis, rien du tout. Le Nigeria, ça nous suffit. Si on avait compris ça, ben on serait comme Singapour qui profite de la Chine, et de la Malaisie qui profite de la Chine, Hong Kong qui profite de la Chine. Nous avons 250 millions de consommateurs à notre portée. Travaillons ensemble avec le Nigeria. Mais comment vous pensez créer cette synergie quand même, parce que vous... Ça s'explique. Les deux États ont eu deux colonisations différentes. Et jusqu'à date, nous avons eu des leaders qui n'ont pas compris que nous avons une communauté de destin. En réalité, le Bénin est le don du Nigeria. Comme on dit, l'Égypte est le don du Nil. Pour dire quoi? Le développement du Bénin dépendra de son ancrage au Nigeria. Nous avons plusieurs langues ensemble. Je parle Bariba, ça se parle au Nigeria. Je parle le Yoruba, ça se parle au Nigeria. Je parle le Goun, ça se parle au Nigeria. Et je crois que je parle anglais, et le Nigeria aussi parle anglais. Même le français aujourd'hui. Bon voilà, alors j'ai commencé par m'intéresser au Nigeria depuis 2006. Et je voudrais ici remercier un ancien ministre, Malam Aliou, ancien ministre de l'énergie du Nigeria au temps de Obasanjo. Je voudrais remercier Chief Gabriel de Binédion et un certain nombre, même Dangote Group, avec Ola Koulé à laquelle j'ai réussi à convaincre un certain nombre de Nigérians à ce que nous travaillions ensemble. Naturellement, n'étant pas au pouvoir, c'est du côté du Bénin qu'on n'a pas compris la nécessité. Sinon, les Nigérians sont prêts à ce que nous travaillions ensemble. Je vais vous faire une confidence, je fais partie de ceux qui ont écrit quand même quelques lignes de ce que Buhari a implémenté, même si c'était dans l'intérêt du Nigeria. C'est moi qui avais dit dans mes réflexions avec les Nigérians qu'il faut interdire tout ce que le Nigeria a interdit là, au Bénin. Et si le Bénin ne veut pas l'entendre, il faut fermer la frontière pour nous faire comprendre que nous détruisons l'économie du Nigeria. Buhari l'a fait, pas parce qu'il est contre le parti du salon, pas pour des raisons politiques. Et aujourd'hui, ça nous permet quand même de vivre aussi. Parce que quand vous voyez tout ce que le Bénin, je prends le poulet, tout le poulet qui quitte le Bénin pour le Nigeria, si ce poulet a été produit au Bénin, je crois qu'on sera un pays très riche, il y aura beaucoup d'activités. Le grand talent a si bien compris qu'il a mis une usine, une zone franche industrielle ici, qui transforme beaucoup de nos produits pour le marché international, mais pour le Nigeria aussi. Donc, il y a déjà un pas qui a commencé. Et quand je serai président, Inch'Allah, j'aurai un ministère dédié aux affaires nigérianes. L'autre préoccupation, la situation avec le Niger. Vous êtes béninois, un Africain, quelqu'un qui a eu à crier haut et fort pour la reprise des activités, pour la reprise également de la diplomatie entre le Bénin et le Niger. Je crois qu'il y a eu quand même des avancées, mais comment voyez-vous l'état des choses actuellement? Bon, alors moi je suis Bariba, et le Bariba et le Djerma sont des frères par alliance. C'est des cousins? C'est des cousins. Et ça me fait mal, ce qui nous arrive. Tout soutien défaité du président Patrice Talon, je me suis opposé à ça. Je suis même allé à Malamine. Nous avons organisé la prière le vendredi 8 septembre 2023 et nous avons utilisé la sourate 105 fils d'éléphants. Tant qu'aucun des 13 éléphants n'est allé à la Kaaba, aucun char de la CEDEAO et de l'UEMOA n'irait au Niger. Et il n'y en a eu aucun, alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, le problème au niveau du Niger, c'est le général Tiani pour un agenda qui est le sien, qui ne comprend pas, qui ne veut pas aller de l'avant. Il ne veut quand même pas qu'on encourage un coup d'État. Je veux bien, tout en reprochant à la CEDEAO, l'UEMOA, l'idée de dénoncer un coup d'État. Ce n'est pas le coup d'État dénoncé que j'avais dénoncé. Je dénonçais l'idée d'aller faire une guerre pour installer un président que sa garde présidentielle a déposé. Ça n'a pas de sens. Et ça allait créer des morts. Mais pour Bazoum, il ne faut pas tuer des Nigériens ou bien tuer des Béninois et autres. C'est ce que nous avons combattu.
Sinon, le principe du coup d'État est à proscrire. D'ailleurs, même aujourd'hui, Tchani ne voudrait pas qu'on lui fasse un coup d'État. Donc, il faut comprendre que tout État installé ne peut pas soutenir un coup d'État. Le coup d'État maintenant a prospéré, alhamdoulilah, grâce à l'effort des Nigériens. Mais les citoyens nigériens qui souffrent aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie qu'on garde la frontière fermée. La frontière officielle, pendant qu'on laisse l'eau, le fleuve ouvert, où tout trafic passe sans qu'on ne sache qui entre. En réalité, ils ont mal misé. Le général Tchani et les siens ont cru qu'en gardant la frontière fermée, le pont fermé, ça va essouffler le port de Cotonou et ça va jouer sur l'économie béninoise. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que le Bénin n'est plus seulement une économie, nous sommes une finance. Et nous levons parfois des fonds pour des activités, mais que nous allons payer dans le futur. Ce qui fait que nous ne pourrons pas être asphyxiés de cette façon-là. C'est le Niger qui souffre aujourd'hui, c'est Malanville qui souffre, mais pas le Bénin en tant qu'État, pas Patrice Talon. C'est une stratégie qui a échoué. L'autre question, avant d'aborder la dernière aujourd'hui au Bénin, beaucoup se disent persécutés. Vous l'avez dit, vous avez été en exil, d'autres sont en prison. Dites-nous concrètement, quel sera votre avis, ou du moins votre décision, si vous arrivez à être élu comme président de la République béninoise? Vous allez libérer ces gens, vous allez continuer à ils vont croupir en prison, compte tenu des charges contre ces personnes? Alors, ça dépend. Ceux qui ont volé l'argent public et qui sont convaincus de vol, ben, je vais les appeler pour dire, bon, mon ami, tu as volé l'argent public. Amène les 2 tiers, je te laisse 1 tiers. Puisque tu as fait la prison, et bon, il ne faudrait pas que tu perdes ton train de vie. Mais quand tu amènes les 1 tiers, tu dois l'investir ici pour faire travailler les jeunes. Ça, ce sont ceux qui ont volé l'argent public. Ça. Mais ceux dont la situation s'apparente à des activités politiques hostiles au gouvernement précédent, je crois que je vais les appeler, leur donner des conseils et leur dire on ne fait pas ça. Juste les libérer, aussi simple que cela. Mais tant que leur action n'a pas abouti à la mort d'homme, et si cela aboutit à la mort d'homme, oui, je ne pourrai pas parce que je ne vais pas être complice de celui qui a tué quelqu'un. Mais ce que je ferai une fois président, ma priorité des priorités, c'est de créer un dialogue national qui ne soit pas souverain, qui n'engage pas la raison du chef de l'État que je serai, mais au moins il faut qu'on s'écoute, qu'on sache parler entre nous, qu'on voit où sont les colères des uns et des autres et qu'on s'embrasse, qu'on se dise continuons ensemble parce qu'il n'y a personne qui aime ce pays plus que l'autre. Nous aimons tous le Bénin à notre façon. Et s'il y a eu des morts, malheureusement dans l'activité politique en 2019, nous sommes tous coupables. J'étais opposant à cette époque-là. Je suis autant responsable que le président Patrice Talon ne l'est. Donc nous devons nous pardonner mutuellement et continuer ensemble parce que nous sommes condamnés de vivre ensemble. La langue et les dents se querellent des fois et la langue est mordue par les dents. Mais la langue ne va jamais s'aviser à dire je quitte la bouche. Donc nous sommes condamnés à vivre comme des fils d'un même pays et travailler pour le développement de notre patrie. La situation de la presse béninoise? La presse béninoise. Bon, alors il y en a qui confondent la presse et sa déontologie à l'activisme. Les réseaux sociaux aujourd'hui font croire à certains qu'on peut dire tout. Puisque quand ils parlent, ils sont seuls devant leur caméra, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Mais si je n'ai pas conscience que ce que nous faisons sera vu par des milliers de personnes, je dirais des bêtises. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis à des cons et à des idiots d'avoir l'audience publique. La presse béninoise fait son petit bonhomme de chemin. Il y en a qui respectent la déontologie. Il y en a malheureusement qui ne respectent pas la déontologie. Comme on dit aux États-Unis, il y a la liberté d'expression. Mais l'expression n'est pas libre, il faut en payer le prix. Donc si des gens appellent par exemple à la sédition, c'est bien, ils ont le droit de le dire, mais il faut qu'ils répondent aussi.